Je vais solliciter les services de Gabriel Elon pour me dire quel est le rythme qu'on est en train de danser, parce que moi, je ne le connaissais pas très bien. En tout cas, je découvre une très belle musique pour donner également de la condition physique à tous ceux qui nous regardent en ce moment. On va rentrer dans le vif du sujet pour rappeler les affiches du jour. Côte d'Ivoire contre Sénégal, République démocratique du Congo contre Ouganda et puis Éthiopie, Mozambique. On va retrouver dans quelques minutes la jeune Gabrielle Ndongo pour nous en faire le déroulé. Mais avant cela, on aimerait bien savoir quelles sont les dernières nouvelles dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun qui rentrent dans la danse. Ce sera lundi prochain en nocturne à Oran. Ce sera contre le Congo au stade olympique d'Oran justement. Et ce samedi, les Lions ont pris leur petit déjeuner dans leur base à l'hôtel Vendôme. Et avant, n'est-ce pas, de se projeter sur la journée à l'hôtel Vendôme où les Lions ont déposé leurs valises. Hier, notre envoyé spécial Joseph Gouet-Amandin leur a rendu visite ce matin. Écoutons plutôt. Bonjour Joe, quelles en sont les nouvelles? Bonjour Yaoundé et merci de nous retrouver ici à Oran, en Algérie. Nous sommes au centre-ville de la ville d'Oran, ville située au nord-ouest du pays, ville essentiellement portuaire, avec ce matin l'épais nuage qui a retardé l'apparition complète du jour. Néanmoins, les Lions indomptables apprennent qui ont déposé leurs valises ici à l'hôtel Vendôme, situé au centre-ville, n'ont pas failli la tradition, celle de se réveiller tôt le matin et prendre leur petit déjeuner. Au niveau du deuxième étage, c'est là où ils se sont retrouvés. Les 25 ont été présents sans bobo pour prendre ce petit déjeuner. Le rituel, normalement, a été respecté comme d'habitude. C'est Lionel Kébien, le gardien de but de Bamboutos de Mbouda. C'est lui qui dit la prière avant le petit déjeuner. Autour de cet arbre, papa, bénis ce déjeuner, sanctifie-le. Bénis les mains de ceux qui l'ont confectionné, donne à manger à ceux qui n'en ont pas. Les affamés, les orphelins, Père trois fois saint. Compatis a besoin, et sois toujours avec eux, Père. Que ta grâce nous accompagne durant toute cette journée, soit magnifiée, soit adorée. Amen. Bien sûr, le médecin de l'équipe est passé par là, Dr Divine Rose. Il a parlé au poulain de l'entraîneur Saïdou Alioum. Oui, parce qu'on ne devait pas les joueurs le jour du match qui tombaient malades. Hein? 17 animaux ont déclaré la guerre contre les lions du Cameroun. Donc on est en guerre. On veut les gens qui sont aptes le jour du match. Donc il ne faut pas les gens qui tombent malades. OK? Entre-temps, le kiné de l'équipe a procédé à la pesée de chaque joueur. Question de vérifier la charge pondérale de chacun. Et pour en parler justement, nous avons avec nous le médecin de cette équipe nationale qui nous parle de ce que cela signifie parce que on a vu les joueurs passer à la pesée. Dr Divine Rose, bonjour. Bonjour, good morning. Voilà. On a vu on a vu les joueurs à la pesée tout à l'heure pendant le petit déjeuner. Quel est le but recherché? Vous pouvez parler en anglais. Well, actually, we do this ritual after every 2 or 3 days to ensure that no player is gaining weight. We need all the players in full fitness so they could give the best of themselves. Voilà. À quel moment se déroule cette pesée? Exactement à quel moment? So we do that at least twice a day, say in the morning before breakfast and in the evening after training. Voilà, au cas où vous constatez qu'un joueur a pris un peu de kilos, quelle est la conduite à tenir? So when it's noticed that a player has gained a little bit of weight, we try to control his feeding attitude so that he doesn't gain more weight, because at the level that we are, all the players are of normal weight that they could give the best of themselves. So we are preventing them from going above a certain weight. Thank you. Voilà, vous qui êtes avec cette sélection nationale, vous êtes passé par Tunis, vous avez séjourné pendant une dizaine de jours, vous avez fait 3 matchs amicaux, 2 matchs nuls et une victoire. Alors, est-ce que vous pouvez nous rassurer si l'infirmerie a des clients, ou alors tout le monde se porte bien? Actually, everybody is up to date, fine.
We had a little bit of slight injury, but not injury that could deprive them from playing. So I don't think there is anything to worry about. Everybody is in full fitness. Merci beaucoup, docteur. Thank you. Voilà, l'ambiance est bon enfant, comme le médecin de l'équipe vient de le dire. Les 25 lions indomptables à prime sont en forme, prêts à rugir à partir de ce lundi au stade d'Oran. Et bien entendu, au petit déjeuner ce matin, on a vu cette ambiance bon enfant avec notamment le team manager qui est entré en scène. Première séance d'entraînement ouverte au public et aux médias ce soir à 18h au complexe, à l'annexe du complexe olympique d'Oran. Les 15 premières minutes seront ouvertes à la presse et après cela, Saïdou Alioum et son staff vont peaufiner la stratégie qui va permettre à l'équipe de remporter son premier match ce lundi 16 janvier contre les Diables Rouges du Congo. Depuis le centre-ville d'Oran, à l'hôtel Vendôme, Marcelin Billor, Théodore Thomas Dakengbois, Joseph Gouetamandeng, à vous Yaoundé. Merci Joe pour ces informations. On vous souhaite un très bon séjour à Oran et en Algérie en général. Les Lions indomptables du Cameroun se portent très bien, du moins physiquement. C'est l'information que nous avons. Henri Manga, on a regardé tout à l'heure ce reportage de Joseph Gouetamandeng avec quelques petites annotations que nous avons pu faire. La première, c'est déjà chaque fois la prière avant. Oui, il faut tout confier à la haute spiritualité. Vous savez que le footballeur doit prier non seulement pour que son équipe gagne, pour que le pays ait la victoire. Attendez, quand vous dites doit prier pour que son équipe gagne, est-ce que les entraîneurs ne leur donnent pas les armes nécessaires à ces joueurs? Oui, en fait, la performance est protéiforme. Donc, elle peut venir des entraîneurs, elle peut venir de l'état d'esprit, elle peut venir également, n'est-ce pas, des obédiences religieuses. Parce que le rôle de l'entraîneur, c'est maintenant de fédérer. Parce que tout le monde n'est pas catholique, tout le monde n'est pas adventiste, tout le monde n'est pas musulman. Mais il faut se fédérer, n'est-ce pas, autour, n'est-ce pas, du Tout-Puissant, qui est créateur de la vie, créateur du ciel et de la terre. Donc je crois que lorsqu'il y a des prières collectives, ça constitue, n'est-ce pas, un égrégore qui permet à l'équipe de performer. Et il y a également les prières individuelles, parce que les joueurs prient également dans leur chambre. Donc c'est très nécessaire, ça rebooste les joueurs et ça leur permet également parfois d'éviter les blessures. Parce qu'il y a souvent des prières spécifiques. Le joueur demande au Seigneur, au Tout-Puissant, de lui permettre de terminer la rencontre sans être blessé. Deuxième remarque qu'on a pu faire, c'était au niveau de la diététique, avec le contrôle du poids. Quand on donne de la nourriture aux joueurs, est-ce qu'on ne prend pas déjà des dispositions à l'avance pour qu'ils ne prennent pas du poids? Oui, il y a des dispositions, mais il y a quand même le rapport taille-poids qui est très nécessaire, n'est-ce pas, dans les compétitions de haut niveau. Il faut contrôler l'indice de masse corporelle des joueurs. Vous savez que les organismes des joueurs n'ont pas les mêmes réactions d'oxydation. Ça fait qu'il faut contrôler ça à tout moment pour voir comment tel ou tel joueur réagit. Parce que, Edith Gini, vous avez été athlète de haut niveau, vous pouvez prendre du poids à la suite d'un stress. Simplement. Donc, ça fait qu'il faut contrôler cela et causer, beaucoup échanger avec les joueurs pour trouver donc des palliatifs pour faire en sorte que tout le monde ait le même état d'esprit positif. En tout cas, physiquement, les Lions indomptables vont très bien. Reste maintenant à savoir quelle peut être leur santé mentale avant d'aborder le match de lundi. C'est un match qui s'avère assez important pour les Lions indomptables du Cameroun face à la République du Congo. Notre envoyé spécial, Baldwin Sama, est allé s'enquérir de la santé mentale des ambassadeurs camerounais à cette compétition. Baldwin Sama, bonjour. Quelles en sont les nouvelles? Greetings and welcome to Oran here in Algeria this bright Saturday. I should say, talking about the morale in the Lions Den, they are morally and psychologically very, very okay after the arrival yesterday. This is actually where
the lodge. This is going to be their base for the next 2 weeks during the first phase of this competition. And you can see the green, red and yellow flag of Cameroon flying quite high amongst the different flags of some participating countries in Group E, which happens to have their base here in Oran, in Algeria. And upon arrival yesterday, the atmosphere that prevails in the Lions then confirmed their intentions as far as this competition is concerned, because the players look physically, morally and psychologically very, very poised to secure at least a qualification ticket for round 2 in this competition. And why not go further, as what has been the case so far, go above the semi-final stage in this competition, and why not get to the final? That happens to be the main objective for players for Team Cameroon, and will permit you to have a feel of the ambience that prevailed at the Oran International Airport yesterday, few minutes upon arrival after they touched down here in Oran. Calme-toi, on va te faire signe. Il reste à l'écoute. Beautiful images there of Team Cameroon upon arrival here in Oran, and we equally had the opportunity to talk to the deputy coordinator of national football teams of Cameroon, Ntsoui Nkongo. She confirms to us the eagerness of the players, and likewise how ready morally, physically and psychologically the players are in order to live up to expectations and in order to impress throughout this competition, beginning with their competition opener on Tuesday, or rather on Monday against Congo, and their next match on the 24th of this month of January against Niger, insisting and confirming that Cameroon will top her group and Cameroon will qualify for the next round of this competition. Let's take a listen of Madame Ntsoui Nkongo. I can see the boys and the staff, they are doing good. The atmosphere is wonderful because they are determined to. Football is a game, the same, but the boys are determined that they are going to make you proud, make Cameroon proud, make our population proud. Because we have come here, as we say in Pidgin, we have come to take the cup. So we are here to do our best. And you, for yourself, you see with their first match, you see what they will play. Even if during their 3 matches, for the friendly matches, we drew 2 and won 1. But if you open your eyes to see very well, you will know that the boys, they're doing their best. And I'm sure on Monday, they'll make all of you proud. You just talked about the friendly matches they played against Uganda, they played against Cote d'Ivoire, 2 draws, and they secured a victory 2-0 against Sudan. How satisfied are you as the assistant coordinator of the national teams of Cameroon with regards to the quality of football these guys dished out during their preparatory phase? Very, very, very satisfied with the style of play. The style of play. If you watch the matches, you'll be able to understand what I'm saying. If you know what the match, you will not understand what I'm trying to say. But I'm very, very satisfied with their style of play. And as I'm telling you, I'm very convinced and sure that these boys will make you people proud. Thank you. And looking at your opponents, Congo and Niger, it's a group made up of 3 teams, and just 1 team qualifies from Group E. How convinced are you that Cameroon will pick their lone qualification tickets from Group E? We have not come here to come and play. Football is a game. We have come to take the first place among the 3 teams. Who will be first? Because judgment of what I've seen with the boys, we have not come to be second. We have come to be first.
Indeed, it's the same atmosphere that prevails not only with the Lions, but likewise the technical staff. They are looking forward to their first match in this competition on Monday. They are going to have a training session later this evening at 6 p.m. and tomorrow a pre-match press conference and another training session while waiting for a possible first competition victory on Monday against Congo. Back to you. Merci Baldwin Sama. On retient que les Lions indomptables du Cameroun sont donc prêts physiquement et même au plan mental. Ils sont disposés à rentrer en compétition de manière victorieuse. J'aime bien l'expression des anglo-saxons. We are not here to participate, only to participate. We are here to compete. C'est très important quand même. Hein, pour, ça galvanise parce que le label Cameroun dans une compétition du CHAN, ce n'est pas pour jouer les faire valoir. Nous sommes quand même demi-finalistes de la dernière édition. Et maintenant, avec cette nouvelle cuvée qui a de l'envie, qui veut se montrer à la face du monde, avec un jeune entraîneur comme Aïloum Seydou, je crois qu'ils ont des ambitions et c'est légitime pour eux de postuler, n'est-ce pas, au Graal au cours de cette 7e édition. Revenons donc sur ce qui s'est passé hier. L'Algérie a débuté la compétition de manière victorieuse face à la Libye. 1-0, un but inscrit sur penalty en début de deuxième manche, ce qui permet à l'Algérie de prendre de l'avance sur ses autres concurrents. Revenons en image sur cette partie avec Robert Badjek. Quelques petites difficultés avec ce papier de Robert Badjek qui a fait le résumé du match hier, le match d'hier, le match d'ouverture, Algérie contre Libye, match remporté 1-0 par les Fennecs à prime et qui permet donc à l'Algérie de se positionner dans la course à la qualification pour le deuxième tour. Une équipe algérienne qui aura quand même montré quelques petites insuffisances. On va d'ailleurs dire, Henri Manga, que ça a été une victoire laborieuse. Oui, victoire très laborieuse, même si le public a répondu présent, même si les Algériens ont eu une possession de balles de près de 67%, mais on a remarqué beaucoup de fébrilité dans l'approche des buts adverses. On a également remarqué qu'il n'y avait pas... les Algériens n'ont pas été cliniques dans la finition, parce que la dernière passe et le tir, il faut beaucoup de précision à ce niveau. Et je crois que lorsque vous regardez la première période, 7 tirs, un seul cadré, vous comprenez qu'il n'y avait pas de cohésion, il n'y avait pas de déclencheur, parce qu'ils ont eu beaucoup de ballons, mais ils ont beaucoup joué en largeur. Je vous prends un mot quand vous dites qu'il y a eu un problème de finition. Majid Bouguera a proposé un jeu assez cohérent, il faut le dire, mais avec quelques petites insuffisances, comme vous venez de le dire, au niveau de son compartiment offensif. Il y a du boulot à faire de ce côté, disons également, ou alors ce sont plutôt les Libyens qui se sont montrés un peu plus bons. Je crois que, Edith Virginie, cette équipe libyenne est restée fidèle à son fil directeur de jeu. Vous savez que Corentin Martins, le sélectionneur des Chevaliers de la Méditerranée, est quand même passé par la Mauritanie, où il a fait ses preuves. Il a étudié le jeu algérien depuis la Coupe arabe des nations de la FIFA. Il y a Ali Salama et Anis Saltou, 2 joueurs qui appartiennent à la cuvée de 2014, lorsque la Libye avait gagné. Était sacré champion. Voilà, donc c'est des joueurs leaders qui connaissent à quel degré il faut jouer, à quelle intensité pour gagner une compétition. Corentin Martins a mis un bloc médian qui a gêné pratiquement la circulation de balles algériennes. On n'a pas reconnu Ahmed Kendoussi, on n'a pas reconnu Abderrahmane Méziane sur les flancs, et Man Malous. D'ailleurs, l'action que vous évoquiez à la 57e minute, qui aboutit à un penalty, c'est justement cette envie d'aller presser l'adversaire, et le gardien de but libyen a été très naïf. Le penalty est arrivé et les Algériens sont revenus en mode de gestion, sachant qu'à 1-0, c'est déjà 3 points et il faut préparer le prochain adversaire. Et vous le dites très bien, mais les Algériens sont des gens très très exigeants en matière de football, vous le savez mieux que moi. Qu'est-ce que Bouguera a lieu de faire pour
qu'il y ait une équipe un peu plus convaincante, un peu plus conquérante. Oui, il faut des déclencheurs parce que lorsque vous avez la possession, il faudrait des accélérateurs de jeu, n'est-ce pas, pour pouvoir permettre à l'équipe de se projeter très rapidement, exploiter la supériorité numérique qu'il faut créer dans les petits périmètres. L'Algérie doit davantage mettre la vitesse dans le jeu. Et maintenant, sur les coups de pied arrêtés offensifs, on a remarqué que les corners sont tirés avec beaucoup de désinvolture. Donc, il faudrait régler les combinaisons sur les stratégies et voir comment les réceptionnaires doivent se comporter à la chute du ballon. Donc, je crois que c'est des éléments qui font en sorte qu'il y a toujours du travail à faire parce qu'Edith Virginie, ce sont des A', ce sont des joueurs issus des championnats locaux. Voilà, on ne va pas rester sur cette confrontation. Il y a 3 matchs à disputer ce jour. D'abord pour le groupe A avec Éthiopie contre Mozambique. Et puis la poule B qui va enchaîner avec 2 matchs. Le Soudan va se produire aujourd'hui. Et ce sera plutôt RDC contre Ouganda. J'y arrive. RDC contre Ouganda. Et puis ce duel ouest-africain entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Présentation de ces affiches, c'est avec Daniel Ndongo. Après l'Afrique du Sud en 2014, les Mambas du Mozambique font leur 2e parution dans l'histoire du championnat d'Afrique des Nations. Et pour leur 2e sortie, ils seront face aux Walia de l'Éthiopie cet après-midi. Rendus à leur 2e participation, les hommes de l'entraîneur Chikinyo Kondé seront contraints de rectifier le tir après avoir terminé dernier de leur groupe en 2014. Pour le contraire des Walia d'Éthiopie qui sont à leur 3e participation. Dès 17h, la RDC, double champion du CHAN en 2009 et 2016, sera aux prises avec l'Ouganda sur la pelouse d'Ann Abba. Pour leur 5e qualification, l'Ouganda n'enregistre jusqu'ici aucune victoire dans l'histoire du CHAN. En apothéose, c'est un match de la revanche qui se disputera entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal en fin de journée. Après une lourde défaite, 3-0 concédée par les éléphants face au Sénégal en match préparatoire du CHAN 2020, la Côte d'Ivoire tentera certainement de faire tomber les Lions de la Teranga. Rendez-vous ce samedi à 20h sur la pelouse d'Ann Abba. Voilà donc pour ce qui est des affiches du jour. Un petit commentaire quand même, Daniel Ndongo l'a déjà souligné. Il y a un double champion qui rentre en compétition aujourd'hui. La République démocratique du Congo sera donc très en vue face à l'Ouganda, une équipe ougandaise qui, elle, n'a pas marqué le moindre point en compétition, d'après les analyses de Daniel Ndongo, mais 6 participations quand même pour cette équipe. Henri Manga. Oui, Edith. Donc, 6e participation sur 7 éditions. C'est d'ailleurs la sélection qui bat le record des participations. Avec la RDC. Oui, effectivement. Parce que cette équipe ougandaise est bâtie sur Vipers FC, le club phare en Ouganda aujourd'hui. Il y a en son sein des joueurs du CHAN 2018 qui sont encore là. Et figurez-vous, 2018-2021, le sélectionneur Milutin Sredojevic a utilisé 8 anciens pour cette 7e campagne. Donc encore que ce sont les mêmes qu'on retrouve dans les compétitions Coupe d'Afrique des Nations. Effectivement. Et puis, c'est un peu... il y a une pauvreté offensive dans cette équipe parce que, comme vous l'avez dit, en 15 matchs de CHAN, une seule victoire, 5 nuls, le reste des défaites. C'est des statistiques qui ne confortent pas les joueurs. Mais je pense que ces Ougandais vont jouer crânement leur chance. Vous avez vu lors de leur match amical contre les Lions indomptables du Cameroun. C'est une équipe très agressive qui joue le gegenpressing. Et essaie de jouer le gegenpressing pendant 20-25 minutes, permettant justement de garder le ballon un peu plus haut dans le camp de l'adversaire, même si en face, il y a la RDC. Une RDC, Edith Virginie, qui n'est pas tout à fait en confiance parce qu'Otis Ngoma, lors de la préparation, a été accusé d'opérer un turnover démentiel. 2 défaites, une contre le Mali, une contre l'Algérie. Et puis, maigre victoire, c'est vrai que 3-1 contre la Libye, ça leur a donné un peu confiance.
Mais attention, ce qui peut faire la différence, c'est peut-être les joueurs du tout-puissant Mazembe qui sont présents avec Adam Bossou, avec Philippe Kinzumbi, qui sont totalement en confiance. Mais je pense que la préparation n'est pas la compétition. Préparation n'est pas compétition, dixit Henri Manga, l'entraîneur et consultant sur ce plateau de Preview Chan. Henri Manga, on ne va pas parler de la République démocratique du Congo, on y reviendra un peu plus tard. Éthiopie contre Mozambique, à quoi peut ressembler ce genre d'affiche? Pardon. Match très équilibré, Edith, match très équilibré. C'est vrai que l'Éthiopie se base sur ses principaux clubs, Ethiopian Coffee, Saint-Georges. Bon, je crois que c'est du 50-50. 50-50 avant de rentrer et retrouver Wilfried Okoto qui va certainement nous parler donc des jours à suivre pour ces affiches prévues ce jour. Je vous propose de respirer un tout petit peu avec les Ivoiriens. Ils savent faire le show, hein? Moi, je ne sais pas danser comme ces Ivoiriens qui savent très bien faire le show, mais en tout cas, c'est une musique qui nous a permis de retrouver Wilfried Okoto qui est déjà avec nous pour nous parler de ces affiches du jour. 3 affiches, je le rappelle, le Côte d'Ivoire contre Sénégal sous la musique de DJ Kérosène. Mais il y aura également RDC contre Ouganda et puis Éthiopie, Mozambique. Wilfried, bonjour. Bonjour Edith, bonjour Henri Manga. Bonjour. Alors, vous avez des joueurs qu'il faudra suivre aujourd'hui pour toutes ces confrontations. Et on va tout de suite parler de la RDC tout d'abord avec Jonathan Ikangalobo. Il faut dire qu'il joue au DCMP, le Daring Club Motema Pembe. Il est considéré comme l'atout majeur de cette équipe de la RDC A'. C'est un joueur qui se caractérise par sa mobilité, sa puissance, sa vitesse et surtout ses dribbles. Si la réalisation nous le permet, on va voir quelques images. On va revenir peut-être sur ces aspects tout à l'heure, Wilfried. Henri Manga, vous nous dites quand même, hein, Éthiopie, je veux dire Côte d'Ivoire, Sénégal, une rencontre qui devrait faire bouger tout au moins au niveau des supporters. On l'a déjà vu dans plusieurs confrontations lorsqu'il s'agit de l'Afrique de l'Ouest. Oui, et les supporters vont sûrement se mobiliser dans ces duels d'Afrique de l'Ouest. Les 2 entraîneurs se connaissent d'ailleurs, Swalio Aïdara côté ivoirien et Paptio du Sénégal. C'est vrai que du côté sénégalais, les Sénégalais qui retrouvent la compétition 11 ans après, on ne vend pas trop cher leur peau. Par rapport aux Ivoiriens également, 3e en 2016 seulement. Mais les Ivoiriens qui viennent avec une équipe assez cohérente, même si dernièrement, ils ont encaissé 3 buts contre la Mauritanie. C'est des détails qui devraient certainement compter Henri Manga. Wilfried, je reviens à vous avec ces jours à suivre. Cette fois-ci, je suis bel et bien audible, dit Virginie Mbok. Alors, premier joueur à suivre, c'est Jonathan Ikangalombo de la RDC. Il évolue du côté du Daring Club Motema Pembe. Il faut dire qu'il est considéré comme l'atout majeur des Léopards après. Mais c'est un joueur qui se caractérise par sa puissance, sa vitesse, sa mobilité sur le terrain. Ah oui, il se déplace très bien sur l'aire de jeu. Il faut ajouter à ses qualité comme cerise sur le gâteau, cette dribble, quelle aisance technique et Kangalobo balle au pied. C'est en raison de toutes ces qualités qu'on le surnomme d'ailleurs le Mbappé congolais. Il a été, il faut le dire également, d'un grand apport dans le match amical de la RDC face à la Libye le 7 janvier passé. C'est lui qui avait provoqué les 2 pénaltys de la RDC face à cette sélection libyenne. On ne peut pas oublier son match XXL avec la sélection des U23, match de qualification de la CAN U23. Après lui, on va parler d'un autre, mais qui n'est pas congolais. Cette fois, on va en Côte d'Ivoire pour retrouver Pacome Zouzoua. Pacome Zouzoua, alors c'est l'homme en forme. Au moment où ce CHAN se dispute, Pacome Zouzoua, milieu de terrain de l'ASEC Mimosa. Il faut dire que Pacome Zouzoua a déjà marqué 6 buts
en Ligue 1 ivoirienne. C'est l'une des meilleures gâchettes de ce championnat. Il a marqué également 3 buts en 6 matchs de compétition internationale. Il faut dire que ce joueur de 25 ans a joué, il a tenté une expérience à l'extérieur, notamment du côté de la République tchèque et en Lettonie. Et puis ça n'a pas marché. Il est rentré au pays pour faire valoir son talent du côté de l'Africa Sport d'Abidjan, puis de l'ASEC Mimosa. Edith, son expérience pourrait bien être d'un grand apport à cette sélection ivoirienne à prime. Moi, je propose qu'on parle de Sankara Karamoko. Ah, Sankara Karamoko, à seulement 19 ans. Ça pourrait bien être la révélation de ce CHAN. C'est l'une des pépites de cette compétition. Voilà, l'une des révélations de ce CHAN en Algérie. Il faut dire que Karamoko, à la fleur de l'âge, 19 ans, porte déjà cette équipe ivoirienne à prime. Je rappelle qu'il joue avec l'ASEC Mimosa, déjà buteur lors du match amical de la Côte d'Ivoire face à la Libye. Il faut dire que la Côte d'Ivoire compte sur Karamoko pour faire un très bon CHAN. On attend de lui beaucoup de buts dans cette compétition, Edith. On va passer à une autre sélection. On ne va pas rester en Côte d'Ivoire. Passons par exemple à la sélection ougandaise. Milton Karissa. Milton Karissa, c'est le socle sur lequel est bâtie cette sélection à prime ougandaise. Ah oui, c'est le maillon fort, autant pour moi, de cette équipe. Qu'est-ce qu'il est d'un apport précieux dans l'animation offensive des crânes à prime. Il est agile, il est polyvalent et de surcroît, ce genre de Vipers FC a un sens de créativité énorme et une expérience des compétitions continentales. Des atouts qui peuvent lui permettre de mener l'équipe des crânes à prime, pourquoi pas jusqu'en finale, voire remporter ce CHAN 2023. Voilà donc Milton Karissa. Je rappelle que c'est un international également. Il a connu sa première sélection avec l'équipe nationale ougandaise. C'était en 2017 face au Kenya. C'était au stade Makekos. Vous avez parlé de l'Ouganda, vous avez parlé du Sénégal, vous avez parlé de la République démocratique du Congo. Oui. Je propose également qu'on fasse un tour au Sénégal quand même avec Génération 80, les pépites de Génération Football Club. On jettera un regard particulier sur ces pépites sénégalaises de Génération Foot. Je rappelle que Génération Foot a placé 6 joueurs en tout dans cette équipe sénégalaise à prime. On comptera bien sûr sur Malik Mbaye. C'est un joueur de fort caractère. Alors il a un caractère bien trempé. C'est aussi un gagneur. Il ne triche pas sur le terrain. Il se donne à fond. Je vous propose, on a déjà l'un de ces buts marqués avec Génération Foot dans ce championnat sénégalais. Un très beau but. Il est allé chercher la lucarne, il a nettoyé la toile d'Arieni dans la lucarne. Il faut dire qu'il est doté d'une très belle frappe, ce qui lui permet d'ailleurs de marquer des buts hors surface, comme celui qu'on vient de voir tout à l'heure. Il faut dire que Malik Mbaye a marqué son premier but avec les Lions à prime. C'était face aux Algériens en match amical en décembre dernier, Edith. Merci Wilfried. On va revenir. Le temps pour moi de retrouver Henri Manga, qui a beaucoup parlé de Génération Foot, qui semblait être l'équipe oubliée de cette compétition, enfin de la sélection sénégalaise. Mais les Djambas. Les Djambas aussi. Oui, qui ont été oubliés, mais c'est vrai que Pape Thio n'avait pas le choix. Pour avoir une cohésion des lignes, il faut toujours partir de l'ossature de club. Et la technique, comme nous le disions au cours de nos passages précédents, la technique des entraîneurs, c'est souvent de choisir des équipes par ligne. Donc vous allez remarquer que... Est-ce parce qu'il n'y a pas souvent beaucoup de temps de préparation? Oui, c'est-à-dire que... Aux compétitions continentales, autres que le CHAN et ou encore aux championnats locaux. Oui, déjà ils jettent leur dévolu sur les équipes engagées en compétition africaine interclub. Parce que dans la plupart des championnats, surtout au sud du Sahara, c'est la post-formation. C'est-à-dire, lorsque vous regardez les matchs d'Elite One, il y a certains matchs où le ballon passe beaucoup plus de temps en l'air
qu'au sol. Ça veut dire que les entraîneurs, en dehors du fait de faire progresser les joueurs, ont l'obligation de revenir sur les fondamentaux. C'est très important. Ça fait que, avec un temps de préparation très court, il faut aller à l'essentiel. Vous prenez les 4 défenseurs de Coton, vous prenez les 3 milieux de l'Union de Douala, vous prenez les 2 attaquants de Gazelle FC. Et ça fait la sélection nationale. Je reviens à vous, Wilfried, pour finir avec ces joueurs une autre pépite de Génération Foot qu'on verra dans ce CHAN. Il s'agit de Pape Amadou Diallo. Il faut dire qu'il fait partie de ces joueurs U20 qui ont qualifié le Sénégal à la prochaine compétition continentale de cette catégorie. Ces belles prestations avec les U20 sénégalais et chez les Grenats, c'est-à-dire chez Génération Foot, lui ont valu d'ailleurs de gagner une place de choix dans l'attaque des Lions de la Teranga à prime. Quand vous voyez ce garçon balle au pied, ça frise l'insolence et dites, mais alors quel confort technique ce Pape Amadou Diallo. Il est athlétique, il est rapide. On verra bien ce que ça va donner dans cette compétition en Algérie. En tout cas, ces pépites, beaucoup d'espoir sont fondés sur eux pour ce CHAN. On espère que les fruits tiendront la promesse des fleurs de leur talent et que leur talent va fleurir sur les pelouses fraîches de ce CHAN en Algérie. Merci Wilfried d'avoir été là et avec toujours des informations croustillantes sur les joueurs. Alors, on ne va pas vous lâcher, on va être avec vous balle au pied, comme on dit au quartier. On va être balle au pied tous les jours pour avoir les informations et pouvoir savoir à quoi s'attendre lors de ces confrontations. En tout cas, si vous me donnez une passe décisive, moi je vais la mettre au fond, Edith. Ne vous en faites pas, je vais le faire. Henri Manga, on parlait tout à l'heure de ces Génération Foot et même du Sénégal. Vous avez parlé d'une 4e place sénégalaise acquise en 2009. Mais le Sénégal qui devrait revenir dans cette compétition avec des certitudes. Oui, c'est vrai que Pape Thiaw est très critiqué, n'est-ce pas, par ses confrères sénégalais. C'est assez curieux parce que dans la confrérie des entraîneurs, il faut préserver certains équilibres. Il faut préserver la confrérie, la profession. Mais là-bas, c'est des critiques à ciel ouvert. Et surtout que, et c'est pour cette raison qu'il est très réservé quant aux objectifs à fixer par rapport à cette compétition. Il n'est pas, c'est-à-dire qu'il est moins zélé que les autres entraîneurs et espère, surtout également par la grâce de Dieu, qu'il ferait une bonne compétition, même si à la base, plusieurs techniciens estiment qu'il n'a pas pris les meilleurs joueurs du moment. Le Sénégal sera face à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui avait organisé la toute première édition du CHAN, c'était en 2009. Et le sacre de la République démocratique du Congo, le tout premier également pour cette nation qui, depuis 1974, n'avait plus remporté de titre continental. Ça peut être aussi le cas pour l'Algérie qui n'a pas été très en vue depuis 1990 et qui pourrait revenir, on ne sait-on jamais, avec un sacre cette fois-ci sur ses bases, comme ça avait été le cas en 1990. En tout cas, nous n'y sommes pas encore. Nous avons quelques souvenirs de cette Coupe d'Afrique, de ce championnat d'Afrique des Nations 2009 en Côte d'Ivoire, remporté par la RDC, bien organisé par la Côte d'Ivoire justement. Fernand Dédé a été l'un des commentateurs de cette compétition. Écoutez ce qu'il vous dit, ce qu'il dit de la compétition en général et même du sacre de la République démocratique du Congo. On peut le dire aujourd'hui, l'équipe congolaise était la mieux préparée mentalement, techniquement, avec une ossature à base de l'équipe de TP Mazembe, qui était à l'époque l'une des meilleures équipes au niveau africain, qui avait le vent en poupe. Eh bien, à Abidjan, le TP Mazembe, ou disons l'équipe, les Léopards de la RDC, ont dominé leur compétition. Ils nous ont totalement ébloui par
jeu léché, un enthousiasme à vouloir ce titre, ce premier titre dans la compétition, la nouvelle compétition de la CAF. Moi, j'ai particulièrement retenu la danse du gardien Kidiaba, qui est resté aujourd'hui dans l'histoire comme la danse de la victoire. Cette danse qui saluait, qui ponctuait les buts du Congo. C'est une victoire totalement méritée sur l'ensemble de la compétition. Les Congolais ont joué crânement leur chance, ont donc montré qu'ils avaient envie de cette compétition et ils l'ont gagné sur le terrain avec plaisir. Il me souvient que j'étais commentateur de cette finale et les réalisateurs avaient bien programmé leur affaire. À la fin du match, toutes les tribunes étaient aux couleurs de la rumba congolaise. Dans le casque, j'entendais bien cette musique. Puis un moment, évidemment, de grande passion, de grand stress aussi, parce que le CHAN a été attribué au cours de la réunion du comité exécutif de la CAF à Tunis et c'était exactement à 10 mois de l'organisation de la compétition. Et vous imaginez que dans les pays africains en règle générale, c'est à l'occasion des grandes compétitions que les États investissent dans les infrastructures. Il fallait donc mettre à niveau rapidement le stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan et le stade de la Paix à Bouaké, les deux stades qui ont été désignés pour abriter la compétition. Et ça s'est fait dans des conditions, évidemment, on peut le dire aujourd'hui, extrêmement difficiles, mais le comité d'organisation, présidé par le président de la Fédération ivoirienne de football à l'époque, Jacques Bernard Anouma, a donc réussi à tenir les délais, à permettre à toute l'Afrique de se retrouver ici. Voilà Fernand Dédé, journaliste ivoirien qui avait eu l'honneur de commenter cette ce CHAN 2009 organisé en Côte d'Ivoire, une organisation d'ailleurs bien réussie comme vous l'avez entendu, et le sacre de la République démocratique du Congo, mais à travers le sacre de la République démocratique du Congo, la visibilité du tout-puissant Mazembe. On va dire, Henri Manga, que la République démocratique du Congo a quand même réussi à placer de grands noms. Ce CHAN a révélé plein de joueurs en République démocratique du Congo, Trésor Mputu, Kaliutuka Djoko. Il y a également d'autres joueurs qui ont été honorés, consacrés. Et voilà, on peut dire que le CHAN joue très bien son rôle à ce niveau. Oui, le CHAN joue bien son rôle parce que généralement après une édition du CHAN, il y a toujours des joueurs qui s'en vont parce que les recruteurs sont aux aguets. Les recruteurs viennent donc chercher des pépites à travers le CHAN. Vous vous souvenez, par exemple, de l'expérience de Elia Meshak qui avait été repéré au cours du CHAN 2016 au Rwanda, également, qui est parti en Belgique. Donc, c'est l'un des côtés positifs de cette compétition qui permet, même si le CHAN provoque parfois une évasion massive des joueurs, mais je crois que la CAF va réfléchir pour essayer d'équilibrer cette compétition, pour permettre également, comme nous le disions autrefois, aux joueurs africains qui évoluent sur le continent de pouvoir être éligibles au CHAN. Parce qu'aujourd'hui, si les Lions indomptables avaient Souaibou Marou, le meilleur buteur du championnat de la saison écoulée. Voilà. Donc, ce serait une plus-value offensive également pour cette équipe. Et ça peut également être d'autres problèmes que la CAF s'attire avec ce format qui s'élargit au fil des jours. Voilà, c'est un peu ça, parce que après 18, je crois qu'ils iront à 24. Ce serait une véritable Coupe d'Afrique des Nations. C'est également à l'honneur des footballeurs locaux. Aujourd'hui également, on va dire que cette République démocratique du Congo et l'actuel entraîneur, dont le nom est en train de m'échapper un tout petit peu, Otis Ngoma, justement. Otis Ngoma a un gros challenge à relever après Moutibila, après Florent Ibenge. Il a du plomb sur la planche. Oui, c'est vrai, il a les diplômes requis pour entraîner. Il est passé par l'Allemagne. Ça fait qu'il a la matière grise nécessaire pour pouvoir entraîner les léopards. Il a également été à la direction technique nationale du Congo. Il a entraîné des clubs au Congo. Donc, il connaît le football local. Je crois qu'il aura la vista, cette fois-ci, d'essayer d'amener le Congo un peu plus loin dans la compétition.
Est-ce que le diplôme suffit à garantir la performance? Oui, il faut déjà d'abord avoir les diplômes qui vous donnent l'aptitude de vous asseoir sur un banc de touche de sélection nationale. Parce que vous savez, les expatriés qui viennent brandissent toujours, ils sont des footballeurs, ils ont des diplômes UEFA et tous les autres certificats. Et on paie en fonction du diplôme. En fonction du diplôme. Mais maintenant, sur le terrain, il faut démontrer qu'on maîtrise la pédagogie, qu'on a une voie pédagogique, qu'on maîtrise les exercices appropriés. Parce que dites, lorsque, je me souviens, lors d'un examen, lors d'un stage, on vient, on vous dit, enseigner à ses élèves la contre-attaque à partir du gardien de but. Donc, il faut mettre en place un exercice avec un objectif pédagogique opérationnel qui doit démontrer que vous maîtrisez l'enseignement de la contre-attaque à partir du gardien de but. Donc, après la captation, il faut travailler la relance. Le CHAN, une compétition qui attire plein de recruteurs. Il y en a généralement très nombreux dans les gradins et à travers les couloirs de la compétition. Serge Branco est un ancien international camerounais. Il a son regard particulier sur la compétition. Il a été interviewé par Sando Lomtiti. Écoutons plutôt. Une compétition importante. Elle est une bouffée d'oxygène pour les joueurs amateurs qui sont encore en Afrique et qui aspirent à se faire remarquer et qui aspirent à une carrière professionnelle. Et c'est une opportunité pour des footballeurs amateurs dans un rêve de pouvoir réaliser leur objectif, de passer de l'autre côté, d'aller au niveau professionnel. Je ne suis pas très convaincu de l'utilité de ce champ pour mettre en valeur les footballeurs africains. Je ne pense pas que ce champ, la priorité de la CAF ou des organisateurs, c'est de mettre en valeur les footballeurs africains. Je pense d'abord pour se faire de l'argent. C'est une occasion de plus pour avoir plus de sponsoring, pour avoir plus de marketing et plus de merchandising. Maintenant, s'il faut mettre en valeur, l'idée que j'aurais pour que ce champ soit plus attractif au niveau sportif, c'est qu'on l'ouvre à tous les footballeurs africains du continent. Qu'on ne se cantonne pas seulement aux joueurs locaux du championnat national, car il y a beaucoup de petits championnats qui n'ont vraiment pas de grande valeur et qui n'ont pas de qualité. Ce qui fait que quand ces équipes-là arrivent au champ, l'équipe tombe sur l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, l'Afrique du Sud et même le Congo, Kinshasa, c'est difficile pour eux de s'exprimer. Alors que ces petites nations ont des footballeurs qui jouent un peu en Afrique, en Égypte, au Maroc, qui jouent au Cameroun. Donc si on pouvait ouvrir le champ aux footballeurs du continent africain. L'édition du champ de cette année est un peu bouleversée par ces problèmes extrasportifs entre l'Algérie et le Maroc, qui est ce problème qui est venu un peu ternir l'image de cette compétition. Et j'étais un peu un soupçon de bonne organisation avant le départ de la compétition, parce que le Maroc quand même est une nation importante dans le champ. C'est l'un des favoris et c'est même le tenant en titre. Qu'une compétition internationale au niveau continental se fasse sans le tenant en titre, ça jette un peu des points d'interrogation sur le déroulement et sur la bonne tenue de la compétition. Mais bon, je pense que le champ de cette année se déroule dans un pays, en Algérie, où il y a des infrastructures. Ils ont construit un très beau stade, un nouveau stade, qu'ils ont même dédié à Nelson Mandela. Donc sur le plan organisationnel, sur le plan infrastructurel, le champ de cette année, pour moi, en dehors de ce problème extra-sportif qui est arrivé, devrait se passer dérouler dans de très bonnes conditions. Parce que j'ai eu à jouer dans ces pays maghrébins, je sais qu'ils ont, sur le plan des infrastructures et sur le plan de l'organisation, rien à envier aux pays européens. Serge Branco, ancien international camerounais, champion olympique 2000 avec les Lions indomptables du Cameroun. Pour parler du CHAN, il a rappelé, lui-même a été
a joué en Algérie, donc il sait de quoi il parle. Mais j'aimerais quand même m'arrêter sur les propos de Serge Branco, Henri Manga, pour dire quand même, au regard de ce qui se passe, on est passé d'un format de 8 à 16 et puis de 16 à 18. On finira bien par aller à 24, comme vous l'avez dit, mais il y a un petite remarque qu'il a faite. Il serait important peut-être qu'on ouvre cette compétition aux joueurs qui évoluent sur le sol africain sans distinction aucune. Oui, c'est nécessaire. Il faudrait inéluctablement qu'on avance vers là, dit Virginie Mbok, parce que pour éviter un certain déséquilibre dans ces CHAN, parce que les championnats maghrébins ont une plus-value par rapport aux championnats de l'Afrique de l'Ouest, par rapport aux championnats au sud du Sahara, Afrique centrale par exemple. Il y a l'Afrique du Sud également, l'Afrique australe, qui essaie de lever la tête dans le cadre de la mise en musique des plans de développement technique. Mais si vous avez un joueur qui évolue au Wydad, qui évolue à l'Entente Sétif d'Algérie ou au National à la Ligue d'Égypte, c'est quand même un problème. C'est un problème. Donc, il faut une réforme structurelle à ce niveau. Le docteur Patrice Motsepe devrait prendre le courage à deux mains. D'ailleurs, il doit se situer dans la continuité de notre compatriote Issa Hayatou, qui avait déjà eu la lumineuse idée, n'est-ce pas, de mettre en place ces CHAN. Donc, imaginez-vous, actuellement, nous sommes au CHAN en Algérie, tous les championnats sont arrêtés en Afrique. Que font donc ces Camerounais qui jouent en Égypte ou en Afrique du Sud? Ils sont au chômage. Donc, il faudrait qu'ils soient impliqués pour qu'il y ait justement un équilibre, n'est-ce pas, au niveau des sélections nationales dans ces éditions du CHAN. Dernière journée de compétition, donc je vais dire première journée de compétition proprement dite. Aujourd'hui, 3 matchs à suivre. On vous l'a déjà dit, il y avait donc dans ces 3 matchs un duel ouest-africain, à savoir Sénégal contre Côte d'Ivoire. Une rencontre que les Camerounais également aimeraient vivre avec beaucoup d'intérêt. D'ailleurs, le jeu de pronostic se fait dans les quartiers et notre reporter Thomas Steve Movo a recueilli quelques propos. Suivons plutôt. Certains des Camerounais rencontrés ne sont pas assez informés sur le championnat d'Afrique des Nations. Entre ceux-là, ceux qui ne sont pas fans de football et d'autres qui pensent que la discipline n'est plus ce qu'elle a été jadis, les avis sont divergents. Je ne suis pas très informé sur les championnats locaux. Bon, je me dis que le Sénégal est favori. Vu qu'actuellement, les compétitions des années précédentes, on a vu le Sénégal en forme. Je ne suis pas très fan de foot, mais je pense que le Sénégal va gagner 2-1. La Côte d'Ivoire, puisque le football n'est plus comme c'était avant. Donc la Côte d'Ivoire va gagner. À leur suite, un monsieur se prête à l'exercice avec beaucoup d'engouement. En fait, il faut prendre en compte le fait que les deux nations sont des nations qui ont beaucoup de feu et qui ont tellement envie d'une victoire dans ce champ. Mais je donnerais beaucoup plus la victoire pour la Côte d'Ivoire. Ça serait 2-1 pour moi. Et maintenant, les acteurs vont faire le reste sur le terrain. D'autres se contentent juste de donner leur pronostic profane. Bon, je pense très bien que le Sénégal va gagner. Hein. Mon pronostic pour le match Côte d'Ivoire-Sénégal est un match nul, 1-1. Parce que je trouve que les deux équipes sont équilibrées. Donc c'est mon avis. Toutes ces probabilités trouveront des certitudes ce soir à 20h. Rendez-vous ce soir à 20h pour cette confrontation Sénégal contre Côte d'Ivoire. Déjà, Éthiopie contre Mozambique, c'est d'entrée de jeu. On aura également République démocratique du Congo contre Ouganda. Ne manquez pas cette rencontre. Mais il y a également d'autres choses à suivre sur CRTV Sport en entertainment. En plus des championnats européens, il y aura tout à l'heure Zik, Chan Zik, prenez comme vous voulez. En tout cas, ce sera avec Solange Manga qui va venir vous donner la forte ambiance musicale que vous pouvez retrouver parmi les sélections qui participent au Chan. Après cela,
Il y aura bien sûr le débrief d'après-match avec post-game. Je ne vous dis pas que vous allez rater quelque chose si vous ne suivez pas CRTV Sport and Entertainment tout au long de la journée. Sachez également aujourd'hui que la Guinée Super League prend son envol, mais vous aurez le match sur la chaîne mère de CRTV. Tous les réseaux CRTV sont donc branchés sur le sport ce samedi. Henri Manga, on va mettre un terme à cette deuxième édition de Preview Chan en disant tout simplement merci, surtout souhaiter bonne chance à tous ceux qui prennent part à la compétition aujourd'hui. Effectivement, bonne chance à tous ces compétiteurs et que la fête soit belle. Surtout qu'elle soit belle, madame, monsieur, c'est avec vous ces propos que nous mettons la clé sous le paillasson. Chan Preview pour le deuxième numéro, c'est terminé. Merci d'avoir été là, merci de nous avoir accompagnés. Au nom de toute l'équipe de production, on se dit au revoir et à ce soir pour suivre le débrief des matchs. Bye bye.